pratiquement la dernière ligne droite. Donc nous terminons ce séminaire aujourd'hui. Et nous avions 10 heures. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, la séance d'aujourd'hui sera consacrée principalement à un procès fictif que vous allez organiser. Donc j'ai reçu vos écritures respectives. J'ai reçu la requête que vos collègues m'ont envoyée par mail, et je crois dont vous avez reçu également une copie, qui a comme origine le conseil de permanence. J'ai reçu également les observations du bureau du procureur, et donc je vais donner les remarques à la fin, donc à l'issue de votre procès. Et donc maintenant les juges ont vu les deux écritures et ils vont organiser ce procès, puisque il y aura possibilité de répliquer. Donc il y aura peut-être des arguments nouveaux, on ne sait pas. Donc il faudrait que les juges puissent avoir l'ensemble de ces arguments, les arguments écrits, et éventuellement
les développements qui seront faits à l'oral pour pouvoir se prononcer. Donc, pour des raisons d'équité, il n'était pas possible qu'on leur demande de produire également en avance leur jugement. Et d'abord, ce n'est pas normal que les juges puissent avoir un jugement à l'avance. Il faut toujours que les procès puissent avoir lieu. Et enfin, seulement, les juges peuvent rendre la décision. D'abord oralement, après, je leur ai donné jusqu'à mardi pour pouvoir me produire leur jugement. Bon, pour des raisons, bien entendu, du principe du contradictoire, il est tout à fait normal que les jugements soient notifiés à toutes les parties également. Bon, donc, à l'issue de ce débat, je vais vous faire quelques remarques, d'abord sur le procès que vous allez organiser, et ensuite sur les différentes écritures que vous m'avez soumises. Donc j'attendrai pour cela la décision que je recevrai des juges. Alors, rapidement, donc sur le plan de l'écriture judiciaire, je vais revenir vers la fin pour les remarques. Alors, avant peut-être de vous laisser la parole, quelques brefs rappels d'ordre technique et procédural sur l'oralité des débats. Je vous ai dit, vous vous souvenez, il y a maintenant 3 semaines, que l'éloquence s'analyse en réalité comme un art qui consiste à maîtriser le verbe dans le but de convaincre. Donc, les buts essentiels de l'éloquence, c'est de convaincre. Et c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Qu'il s'agisse de ceux qui ont initié la requête, de ceux qui ont contesté la requête, il faudra convaincre. Et même les juges aussi, dans votre décision, il faudra forcément convaincre. Parce que vous serez lu et vous serez critiqué. Donc c'est important que chacun puisse arriver à convaincre. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit, et c'est très important, ces notions dont je vous ai parlé, les acteurs de l'éloquence. C'est important, les protagonistes ou les acteurs de l'éloquence. Je dis qu'il y avait d'un côté les protagonistes actifs, donc là vous avez le locuteur. J'ai dit qu'il était important de se connaître soi-même pour voir quels sont ses défauts, quelles sont ses qualités, exploiter, tirer profit de ces qualités et voir comment, lorsqu'on a des faiblesses, on peut s'améliorer. Et bien entendu, je voudrais ajouter également que, enfin, je vous ai donné une définition simple, mais en réalité, même parmi les protagonistes actifs, il peut y avoir un protagoniste unique, lorsqu'il y a un acteur unique face à un auditoire, enseignant, étudiant, etc. Mais il peut y avoir aussi une pluralité d'acteurs, de protagonistes actifs. C'est le cas lorsque vous avez une conférence où il y a plusieurs intervenants. Vous voyez, donc s'il y a plusieurs intervenants qui s'adressent à un même public, donc théoriquement on parle d'une pluralité convergente parce que ce sont des personnes qui en principe s'adressent à un même public, ne sont pas opposées entre elles, théoriquement tout au moins, parce qu'il arrive qu'au cours des échanges, des débats, ils arrivent à se contredire entre eux, mais il y a aussi une pluralité divergente, c'est-à-dire lorsqu'il y a des acteurs qui, en principe, sont censés s'affronter sur le plan des idées. C'est le cas lors d'un débat politique et d'un débat judiciaire que nous sommes en train d'organiser ce matin. Il y a également les acteurs qui, en principe, sont passifs, donc j'ai dit l'auditoire. Souvenez-vous, je vous ai parlé d'un auditoire simple et d'un auditoire composite. Tout cela, c'est important. Théoriquement, tout au moins, parce que l'auditoire aussi, il y a une interférence, une corrélation permanente entre les deux groupes d'acteurs. Chacun cherchant à contrôler l'autre, chacun cherchant à convaincre l'autre. Donc, c'est très important de connaître son auditoire, d'abord pour pouvoir se préparer à toute éventualité, savoir comment éventuellement ils peuvent réagir, adapter son discours chaque fois au public que vous aurez en face,
pour arriver à mieux les convaincre. Et donc, lorsque cette corrélation disparaît, en principe, vous allez rencontrer des problèmes. Parce que comme j'ai dit, chacun cherche à contrôler l'autre. Autant le locuteur cherchera à contrôler l'auditoire, autant l'auditoire cherchera à contrôler les locuteurs. Alors, si tout se passe bien, vous allez tout de suite vous rendre compte que vous serez bien suivi, vous parlez, parce que pour convaincre, il faut déjà qu'on vous écoute. Voilà. Et vous sentirez tout de suite que vous serez écouté, suivi. En ce moment-là, vous allez parvenir éventuellement à convaincre votre auditoire. Mais si cette corrélation n'existe plus, il y aura des problèmes. En tout cas, il y aura soit, vous remarquerez, un désintérêt total par rapport à votre discours. Et là, vous sentez, par exemple, vous voyez quelques exemples, vous êtes en train de parler et ceux qui sont censés vous suivre se mettent à dormir. Ça arrive. Donc là, ou alors vous sentez qu'il commence à y avoir des bruits. Il peut y avoir de l'agitation aussi. Voilà. Donc, un bon orateur, c'est celui qui arrive du début à la fin à contrôler son auditoire pour arriver à faire passer son message, à faire passer ses idées. Alors, il y a, je vous ai fait également un parallélisme entre, et ça je pense que c'est important aussi, entre l'art militaire et la technique oratoire. J'ai dit qu'il y avait deux choses qui permettaient de rapprocher l'art militaire et la technique oratoire. Il y avait d'abord ce qu'on appelle en langage militaire le renseignement, qui précède toujours la stratégie. Et dans notre cas ici, le renseignement, j'ai dit, correspondait aux différentes informations que vous devez avoir, non seulement sur la personnalité des personnes, de vos interlocuteurs, mais également sur leurs écritures. Donc il faut bien connaître leurs pensées, ce qu'ils disent en général, non seulement dans l'écrit qu'ils vous soumettent, mais dans leur discours en général, et s'il s'agit des juges, examiner leur jurisprudence. Voyez également, si vous connaissez chaque juge en particulier, parce que généralement ce sont des grandes personnalités, ils ont certainement écrit des articles et des ouvrages, etc. Voyez quelles sont les thèses qu'ils ont soutenues dans leurs différents écrits. Ça vous permet éventuellement d'utiliser ce qu'on appelle l'argumentum ad hominem. Vous utilisez l'argument de quelqu'un contre lui-même. Voilà. Le procureur nous dit ceci, mais voici ce que dans tel autre procès, il avait avancé, etc. Donc là, il est en train de se contredire. Donc c'est important, d'abord l'information. Et ensuite, seulement, organiser la stratégie de combat. Organiser votre stratégie par rapport à l'espèce que vous avez sous examen. Ça se passe exactement de la même manière. Comme dans l'art militaire, il n'y a aucun général qui amène sa troupe sur un front sans avoir d'abord obtenu le renseignement nécessaire, et puis de deux, lorsque on commence à bâtir une stratégie, la stratégie commence toujours par une évaluation. Vous évaluez vos moyens et vous évaluez également les moyens adverses. Quels sont les moyens que vous avez face aux arguments de la partie adverse? Et donc, si la méthode que vous allez appliquer pour pouvoir affronter votre adversaire dépend des moyens que vous avez. Et donc, j'ai dit, si vous pensez que l'accusation, dans un procès traditionnel, parce que c'est vrai que le procès que vous avez aujourd'hui est un peu atypique, parce que ce n'est pas un procès qui rentre dans le cadre des attributions principales de la Cour pénale internationale, qui est de connaître des crimes à caractère international. Là, c'est qu'il s'agit d'une procédure que les juges ont appelée détachable de la procédure principale. C'est-à-dire qu'il y a des incidents qui surviennent au cours de l'examen de la procédure principale et qui nécessitent que les juges puissent les trancher. Alors, il est important d'évaluer ce que vous avez comme moyen. Si l'accusation a des moyens qui sont très pertinents, c'est à vous de voir si vous devez faire ce que je vous ai dit, la réfutation exhaustive, qui est
ce qu'on pourrait appeler dans l'art militaire une attaque frontale. Là, ça se fait lorsque vous luttez pratiquement à armes égales. Lorsque vous pensez que vous avez des moyens pertinents de nature à ébranler les moyens adverses. Mais lorsque vous pensez que vous vous trouvez devant une situation pratiquement perdue, alors vous évitez la réfutation exhaustive. Vous utilisez la technique dont je vous ai parlé, de la réfutation sélective qui, sur le plan militaire, s'apparente à la guerre asymétrique. Quand vous avez une infériorité manifeste, soit numérique, soit logistique, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous n'allez pas en face affronter votre adversaire en face de lui. Une guerre frontale. Vous allez utiliser une guerre asymétrique, essayer de trouver les points faibles de votre adversaire pour insister là-dessus. Et donc là, en résumé, je vous ai parlé des différentes défenses, et vous vous rappellerez simplement que je vous ai parlé brièvement de la défense dite des connivences et de la défense dite des ruptures qui intervient naturellement lorsque vous sentez que si vous allez sur le champ de la bataille judiciaire frontale, vous n'y arriverez pas. Vous pouvez utiliser cette technique que je ne conseillerais personnellement pas aux jeunes avocats, parce que ça nécessite qu'il faut avoir la capacité de mobiliser l'opinion contre les juges. Ce que n'a pas tout jeune avocat. Donc vous risquez à la rigueur d'avoir des ennuis dans votre carrière. Alors, en résumé, nous avons ici un cas pratique de l'éloquence où vous avez une pluralité divergente. On a deux équipes qui vont s'opposer, s'agissant de protagonistes actifs, et où vous avez un auditoire composite. Il y a les juges qui sont là, mais on suppose également que derrière nous, il y a une galerie du public. Voilà. Donc, vous allez avoir ce procès. Lorsque vous êtes en face des juges, lorsque vous êtes en train de prendre la parole au cours d'un débat de ce genre, soit un débat politique ou un débat judiciaire, mais en l'occurrence, il s'agit d'un débat judiciaire. Ce que vous devez d'abord savoir, puisque nous parlons de l'éloquence, étymologiquement, loquere signifie parler. Donc, forcément, la première chose que vous faites, c'est d'arriver à vous détacher de vos notes. C'est un conseil que je vous ai prodigué depuis les premiers jours. Faites un effort de vous détacher de vos notes. Ne lisez pas. C'est vrai que j'ai vu certains conseils au cours de certaines audiences solennelles, dans l'air des déclarations liminaires au final. Faire des lectures, ce ne sont pas des exemples à suivre. Détachez-vous de vos notes. Et je vous ai dit, ne vous faites pas piéger, ne rédigez pas entièrement votre discours, parce que vous serez tenté de les lire. Faites un plan, un petit canevas, que vous pouvez regarder rapidement, mais sans vous accrocher tout le temps dessus. Essayez d'être à l'aise, parlez, intervenez, et vous allez voir, peut-être au début, c'est un peu difficile, c'est normal, le stress, c'est normal, tout le monde a le stress, personne ne vous dira le contraire. Mais voilà, c'est pas ce que je veux. Je sais que, bon voilà, il y a peut-être un ou deux professionnels parmi vous, mais pour les restes, je sais que vous êtes tous des débutants, donc j'en tiens compte. Pour moi, l'essentiel, c'est de voir l'effort que vous êtes en train de faire pour pouvoir prendre la parole en public. Donc ça, c'est très important. Et pour vos adversaires respectifs, sachez-les, c'est pour ça que j'utilise toujours cette métaphore martiale, parce qu'en réalité, un procès, c'est un combat judiciaire, qui est loyal, bien sûr. Il y a des arbitres qui sont là pour vous départager, mais entre vous, c'est un combat. Et vous devez vous donner le moyen de gagner ce combat. C'est pour ça qu'en réalité, je pense qu'un bon orateur, particulièrement un bon avocat, doit avoir un instinct de guerrier.
un instinct de tueur. Oui, pas de la race de ceux qui tuent par l'épée et qui finissent à la santé, mais de ceux qui tuent par le verbe et qui finissent au Panthéon. Donc il est important, ah oui, et votre adversaire ne vous laissera pas faire. Vous pouvez prendre vraiment les moyens pour le déstabiliser, le neutraliser, et en fin de compte, vous vous rendez compte qu'après un procès, quelqu'un, il en sort complètement abattu, ça arrive. Mais croyez aussi que lui aussi ne vous laissera pas faire. Il va aussi chercher les moyens pour vous neutraliser. Donc c'est un véritable combat. Comme qui dirait, qui tue par le verbe, périt par le verbe aussi. Donc c'est ce que j'attends de vous aujourd'hui. Faites un effort. Ne vous laissez pas intimider. C'est un exercice, un premier exercice que vous faites, que vous avez déjà fait dans le cadre d'autres séminaires. Mais soyez calme, je vais me mettre, oui, derrière pour vous suivre. Donc, on va laisser la parole au juge. Dès le moment où je vais arrêter là, ce sont les juges qui vont intervenir. Et je vous ai dit, ayez un esprit d'inventivité, essayez de nous organiser vraiment une simulation d'un procès, qu'on sente vraiment que nous sommes dans un procès. Et donc là, je suppose que vous avez réussi à suivre quelques vidéos institutionnelles de la Cour, et vous avez vu comment une audience commence, de quelle manière cette audience commence, est-ce qu'on se lève, est-ce qu'on reste assis, etc. Ça, c'est à vous de le faire. Et donc moi, je vais noter sur l'ensemble de ce que vous allez nous organiser, du début jusqu'à la fin, et après je reviendrai pour quelques exemples, disons pour quelques remarques finales. Voilà. Donc maintenant, je veux me taire et je laisse la parole au juge. Merci.